Je vais donc mon exposé s'intitule donc Accord approché asymptotique pour les adversaires de messages. Donc c'est un travail que j'ai fait donc pendant ma thèse avec Emmanuel Godard. Donc je vais commencer par définir notre modèle qui est les adversaires de messages. Donc on suppose dans un premier temps qu'il n'y a aucune défaillance. Donc les processus s'exécutent tout le temps, ils ne peuvent pas cracher. Le modèle est supposé synchrone, donc ça veut dire que le temps est divisé en rondes. Et on a un graphe de communication qui est variable à chaque ronde. Les primitives de communication sont send, all et receive. Donc c'est un modèle à passage de messages où les processus s'envoient des messages avec ces primitives-là qui sont modélisées par un graphe dynamique, par les graphes de communication. Donc, par exemple, je vais donner un premier exemple avec uniquement deux processus. Donc, il peut se passer que à la première ronde, le message de noir arrive à blanc, mais par contre, le message de blanc, bien qu'il il est appliqué send all, le graphe qui s'est produit, ce qu'on appelle des graphes instantanés ou des événements, a fait que le message de noir a été perdu. Donc, dans une deuxième ronde, on peut avoir l'inverse, encore une fois, puis les deux messages arrivent à destination, etc., etc. Et comme ça, ainsi, on a une séquence infinie de graphes. Et on appelle une séquence infinie de graphes dirigés comme ça, un scénario ou une exécution. Et un adversaire, ça va être notre modèle, et un adversaire, c'est un ensemble donc de scénarios, de séquences de graphes infinis. Donc, par exemple, pour deux processus, si on peut avoir les trois graphes ici, lorsqu'on fait puissance oméga, on a donc toutes les séquences, tous les enchevêtrements possibles de ces trois graphes-là. On appelle gamma oméga, et on peut avoir d'autres adversaires avec ces graphes-là, dans lesquels on retire certains scénarios. Par exemple, ici, on a retiré tous les scénarios où à la première ronde, les deux messages arrivent à destination. Donc, quelques remarques sur ce modèle. On suppose que l'ensemble des processus N est constant. Donc, on n'a pas des processus qui arrivent et qui partent du modèle, bien que, en fait, on peut modéliser des arrivées et des sorties de processus en les isolant. Un processus qui ne participerait pas au système n'envoie aucun message, n'en reçoit aucun. Et on peut également, avec ces adversaires-là, modéliser d'autres systèmes, notamment des systèmes à mémoire partagée, comme a parlé Alessia tout à l'heure, notamment le modèle classique des wait-free, qui est asynchrone et à mémoire partagée. Donc, ce modèle est un grand pouvoir d'expressivité, parce qu'en algorithmique distribuée, on a beaucoup de modèles et on essaie de les unifier, de trouver un modèle qui est le plus général possible. Et ce modèle à passage de message qui est assez simple à manipuler et néanmoins très, très expressif. Donc, plus précisément, une exécution. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une exécution? Donc, c'est une succession de rondes. Et une ronde, lors d'une ronde, les processus envoient un message à tous leurs voisins selon le graphe dynamique et reçoit le message de leurs voisins entrants. Vu que c'est synchrone, ils le reçoivent directement, donc il n'y a pas besoin d'attendre des messages. C'est soit on a reçu un message d'un processus, soit on ne le recevra pas à cette ronde-là. Et ils exécutent un calcul local qui peut être n'importe quoi, et qui met à jour leur état. Et
pour une tâche distribuée. Donc, on dit qu'un algorithme résout une tâche dans une exécution si l'état final des processus satisfait la relation de la tâche. Donc, en fait, une tâche est définie par une relation entre les états initiaux et les états finaux possibles qui sont admissibles pour ces états initiaux. Et globalement, un algorithme résout une tâche pour un adversaire, donc un ensemble de séquences de graphes, s'il le résout pour tous les scénarios de l'adversaire de message. Donc, nous, on s'intéresse on fait de la calculabilité distribuée. Donc, on essaie de comprendre quelles sont les tâches qui sont résolues pour un adversaire de message, ou inversement, si on prend une tâche, quels sont les adversaires de message qui résolvent la tâche et ceux qui ne résolvent pas la tâche. Et on va faire des familles, on va essayer de les comparer, etc. Et donc, on ne regarde pas la complexité pour l'instant, on regarde juste si la tâche est résoluble ou pas dans l'adversaire. Donc, les types de tâches qu'on regarde, donc les tâches d'accord, de consensus, etc., sont vachement étudiées, en calculabilité distribuée. Et donc une tâche classique, c'est l'accord K-ensembliste, le K-set agreement en anglais, ou le K-accord, je pourrais peut-être de temps en temps dire le K-accord, où donc les processus démarrent avec une valeur et ils doivent tous décider sur au plus K valeurs différentes. Donc ça, c'est le K-accord ensembliste. Pour le consensus, l'accord, ici, on veut que tous les processus décident une seule valeur. Donc le K-accord ensembliste, ça généralise le consensus. Et on a la condition de validité, qui dit que chaque valeur qui est décidée par un processus doit être une des valeurs initiales des processus. Sinon, c'est trivial. En consensus, tout le monde décide de la valeur 0. On a un consensus. Donc, on a cette condition de validité qui permet que ce soit pas trivial. Donc, je l'ai dit, les problèmes d'accord sont très étudiés en calculabilité distribuée parce qu'ils permettent justement de donner la calculabilité des tâches des modèles. Donc, en 78, le problème des deux généraux est introduit. Donc, le problème des deux généraux, c'est simplement le consensus avec uniquement deux processus. Et rien qu'un consensus avec deux processus, on voit que c'est pas facile forcément. Ensuite, donc un résultat très, très classique, le FLP de Fisher, Lynch et Patterson, montre l'impossibilité du consensus, qu'on ne peut pas résoudre le consensus si on a ne serait-ce qu'un processus qui peut crasher. Et un autre résultat d'impossibilité qui a eu le prix Gödel parce qu'il a initié tout un champ de recherche sur la calculabilité distribuée en utilisant des méthodes topologiques. Et la particularité ici, c'est que en fait, ils ont réussi à capturer la dynamicité des modèles avec des objets topologiques qui sont statiques. Et avec ces objets statiques, on peut étudier la calculabilité des modèles en regardant leur invariant topologique, par notamment la connexité. Donc on a pas mal de résultats d'impossibilité. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est trouver, notamment par exemple pour le cas accord, on se demanderait quel serait l'adversaire le plus général possible qui résolve, dans la famille des adversaires les plus généraux, quels sont ceux qui résolvent le cas accord. Mais pour l'instant, pour l'accord K-ensembliste, il y a beaucoup de travaux, mais c'est pas encore, c'est toujours une question ouverte. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
on a relaxé le problème de l'accord K-ensembliste en le géométrisant. Donc voilà, donc je vais parler maintenant donc, des accords approchés, donc qui sont des accords plus faibles que l'accord K-ensembliste, où ici, on n'a plus des valeurs discrètes, les valeurs des processus ne sont plus discrètes, mais sont prises dans un ensemble R de dimension D quelconque. Les processus peuvent changer de valeur pendant l'exécution. Si on note x de t l'ensemble des valeurs à la t, on souhaite, dans nos accords approchés, que l'enveloppe convexe des valeurs des processus s'approche d'un polytope qui a K sommet, via donc, la métrique de Randolph qui est assez classique pour comparer des polytopes. Donc, on appelle ces accords les accords K convexe asymptotique et approché. Donc voilà le problème de l'accord K convexe asymptotique. Donc, on a donc, je disais qu'on veut que les processus se rapprochent d'un polytope qui a une taille K. Et dans l'asymptotique ici, on ne demande pas à ce que les processus terminent. On veut simplement que l'enveloppe convexe converge vers un tel polytope qui a au plus K sommet. Donc on ne demande même pas ce que termine, on regarde juste qu'est-ce qui se passe pendant l'exécution lorsqu'on la déroule et lorsqu'il s'échange des messages, etc. Qu'est-ce qui peut se passer? On veut qu'on converge que l'enveloppe convexe converge vers un polytope. Et on a toujours la condition de validité où on veut que le polytope P soit inclus dans l'enveloppe convexe d'entrée. Notre deuxième problème, donc, à côté de l'asymptotique, on a ce qu'on appelle l'accord approché. Et cette fois-ci, on demande à ce que les processus terminent à une ronde T. Et lorsque les processus terminent, eh ben, l'enveloppe convexe doit être une epsilon approximation, toujours selon la métrique de Hausdorff, d'un polytope P qui a K sommet. Toujours la validité. Et on a rajouté une condition de monotonicité ici, qui dit que, en fait, si on a un algorithme qui résout cet accord approché, eh ben, il est paramétré pour epsilon et il fonctionne pour tout epsilon. Et vu qu'on parle d'approcher, on veut s'approcher d'un polytope, et ben en fait, elle est assez naturelle, cette condition de monotonicité. On souhaite que, donc, si l'algorithme pour epsilon, un algorithme pour epsilon sur 2 doit être un raffinement de l'algorithme pour epsilon, ce qui est assez naturel. Et donc, notamment avec cette condition de monotonicité, on a que l'accord approché est plus difficile que l'accord asymptotique. Donc, un adversaire résout l'accord approché, résout également l'asymptotique. Alors, pourquoi ça? Eh bien, un algorithme pour l'accord approché, donc je disais, est paramétré pour epsilon et fonctionne pour tout epsilon. Et bien on obtient un algorithme pour l'asymptotique dans lequel on applique l'algorithme pour epsilon. Donc on s'approche d'epsilon, puis on exécute l'algorithme pour epsilon sur 2, pour epsilon sur 4, etc. etc. Et ainsi on va bien converger vers un polytope qui satisfait le problème. Donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués sur notamment le consensus approché, donc qui correspond, nous, le cas où K égale 1. On souhaite que les processus convergent vers un point unique. Et principalement, le résultat obtenu par Bernadette Charambost, Mathias Fugger et Thomas Nowak est que si le problème est résoluble, alors il l'est par un certain type d'algorithme qui est les algorithmes de moyenne. Un algorithme de moyenne, c'est simplement un algorithme où les processus mettent à jour leurs valeurs par une pondération des valeurs reçues. Donc, pour détailler un petit peu,
on a, voilà, cette équation-là donne directement l'algorithme. Donc, à la ronde T plus 1, les processus prennent la valeur des processus qu'ils ont reçus et ils font une moyenne avec une certaine pondération, WIJ. Et on requiert notamment donc que le poids vaut 0 si l'arc n'est pas présent. Donc c'est juste pour respecter le modèle qu'on n'a pas reçu la valeur, donc le poids vaut 0. Et on demande aussi que si on reçoit le message, la valeur d'un voisin, alors le poids appliqué est borné. Parce qu'en fait, ce qu'on modélise ici, c'est que si on reçoit une valeur, alors on doit être au moins influencé, au moins un petit peu. On ne peut pas négliger complètement une valeur reçue. Alors, pour continuer, je vais définir dans quels adversaires on va regarder ces problèmes-là. Et pour ça, j'ai besoin de plusieurs définitions. Donc, on a ce qu'on appelle une composante source d'un graphe. C'est intuitivement les sommets, les ensembles de sommets qui n'ont pas d'arc entrant. Donc, dans une composante source, les messages peuvent communiquer entre eux et envoyer leur valeur à d'autres messages qui ne sont pas dans leur composante, mais ils ne reçoivent aucun message extérieur. Donc, ils sont entre guillemets isolés entre eux. C'est comme s'ils s'exécutaient sans les autres processus. Et donc, vu qu'on parle d'asymptotique etc., on définit ce qu'on appelle le graphe récurrent d'une exécution. Il y a toujours un graphe récurrent dans une exécution. C'est le graphe qui contient les arêtes qui apparaissent infiniment souvent dans ce scénario. Les sources récurrentes sont les composantes sources du graphe récurrent. Et on définit un premier adversaire ici, eventually SREC K, qui contient tous les scénarios qui ont au plus K composante source. Et on va se restreindre au sous-ensemble de ce scénario-là, parce qu'en fait, si on a K plus une source, on peut montrer assez simplement qu'on ne peut pas résoudre les accords approchés ni asymptotiques. Donc, premier adversaire, c'est simplement K composante source. Composante source récurrente. On ajoute maintenant une temporalité sur le temps de récurrence des arcs récurrents, sur le temps d'apparition des arcs récurrents. C'est RT de sigma. C'est le temps minimal que mettent les arcs récurrents à réapparaître. Donc, si on a une ronde T, lorsqu'on a une ronde T, on sait que après ce temps de récurrence-là, les arcs récurrents auront réapparu au moins une fois. Et avec ça, on définit l'adversaire à récurrence bornée, on appelle ST-BEREC, où après un suffixe S qu'on ignore, le scénario après S a une récurrence bornée par T. Donc, vraiment ici, ce qui est important, c'est que les processus qui s'exécutent dans ce scénario-là connaissent cette borne. Alors, un deuxième adversaire à côté de BEREC, c'est les adversaires maintenant à influence. Donc, on va relâcher un petit peu la condition d'apparition des arcs. On ne veut plus uniquement que les arcs récurrents apparaissent selon une certaine borne, mais on veut que l'influence des sources soit bornée. Donc, on est encore on appelle cet adversaire ST-BISC pour Bounded Influence Source Component. On a encore K composante source et elle respecte deux conditions. La première, c'est l'influence intrasource, donc qui est l'influence intrasource bornée. Donc, on a que dans chaque source,
il y ait au moins un processus qui influence tous les autres processus de sa source en moins de t rondes. Et l'influence des sources vers les non-sources, c'est que tous les processus qui ne sont pas dans une composante source sont influencés par au moins une source en moins de t rondes. Donc on a vraiment besoin de ces deux conditions-là qui sont primordiales. Et donc on a l'adversaire ST-BISC, et si on fait l'union de tous les ST-BISC, on obtient l'adversaire influence finie, finite FISC pour finite influence source component, où ici, donc les processus qui s'exécutent dans cet adversaire-là savent que l'influence est bornée, mais ils ne connaissent pas le temps d'influence. On va voir que c'est important pour le résultat. Donc voici un résumé rapide des résultats autour des problèmes d'accord. Donc pour l'accord exact, ce qu'on appelle exact ici, c'est l'accord K ensemble que j'ai montré en introduction. Donc il est résoluble dans BREC, mais pas dans BISC. Pour l'accord approché ici, voilà, on a que si la borne d'influence est connue par les processus, alors on pense qu'on va pouvoir résoudre l'approché. Par contre, si la borne n'est pas connue, on va le montrer on a montré qu'on ne peut pas résoudre l'accord approché, donc avec terminaison. Approché, je rappelle, c'est terminaison. Asymptotique, c'est sans terminaison. Et en asymptotique, ici, on montre qu'il faut qu'il y ait une borne finie pour pouvoir résoudre l'asymptotique. Et si on n'a pas de borne sur l'influence des sources, alors on montre que c'est... Donc dans l'adversaire le plus général ici, où on demande juste à ce qu'il y ait qu'à source, si on n'a pas de borne sur l'influence des sources, on peut montrer qu'on ne peut pas résoudre l'accord asymptotique. Et je vais montrer par deux contre-exemples, donc les deux résultats en gras ici. Donc le premier, c'est l'impossibilité de terminaison dans un adversaire, où on a dans FISC, donc où on n'a pas de borne sur l'influence des sources. Les processus ne connaissent pas. Donc on commence. Donc voilà, les processus. On a 4 processus qui sont initialisés comme ça sur un triangle où on a le processus D ici qui est entre A et C. Donc, on considère dans un premier temps le scénario où on a uniquement le premier graphe ici qui est exécuté infiniment. Donc, on a juste uniquement ce graphe-là qui est exécuté. Et donc, on peut voir ici que A et C influencent D, mais c'est les seuls messages qui transitent dans le réseau. Et donc, en fait, le processus D ici va rester sur cet axe ici, AC. Et donc, l'enveloppe convexe ne va pas bouger. Et ici, on veut résoudre le 3 accords. Donc, en fait, ici, il n'y a pas de problème parce qu'on est déjà sur un triangle. Donc, dans cette exécution-là, les processus peuvent terminer dans cette configuration-là et ils sont obligés de terminer dans cette configuration-là à une certaine ronde T. OK. Maintenant, on va regarder un autre scénario où on a cette fois-ci le premier graphe ici qui est exécuté, qui apparaît T moins une fois. Donc T, je rappelle, c'est le moment où, dans le premier scénario où on n'avait que le premier graphe, les processus sont terminés. Donc maintenant, ici, on fait ce premier graphe T moins une fois, puis une fois ce deuxième graphe ici, puis le troisième graphe répété infiniment souvent. Alors, ce qui se passe à la ronde T, lorsqu'on a ce graphe ici, on voit ici qu'on a rajouté l'arc BA ici.
Donc, ce qui a pour effet qu'à la ronde T, le processus A, avec un algorithme de moyenne, eh ben, il va se déplacer, il va se rapprocher du processus B, ce qui a pour effet de casser ce triangle-là. Donc, on n'est plus dans une configuration satisfaisante pour le 3 accords. On est passé d'un triangle à un quadrilatère. Sauf que, vu qu'on est à la ronde T, eh bien, pour les processus B et C, cette exécution-là est la première où on a exécuté que le premier graphe infiniment souvent. Eh bien, les deux exécutions sont indistinguables. Donc, à la ronde T, B et C doivent terminer à la ronde T. Donc, s'ils terminent à la ronde T, ils ne peuvent plus bouger. Ils ont décidé leur valeur, donc ils peuvent plus bouger, donc ils sont bloqués dans cette position-là. Et vu qu'on exécute maintenant le troisième graphe, où A et D, A parle à B et D envoie son message à C, eh bien A et D ne reçoivent aucun message. Donc dans les algorithmes de moyenne, si on ne reçoit aucun message, eh bien, on ne bouge pas non plus. Donc on est bloqué encore dans cette configuration-là. Et donc du coup, il devrait décider cette configuration-là qui n'est pas satisfaisable. Donc ça montre que dans des adversaires à influence finie mais non bornée, on ne peut pas résoudre l'accord approché donc avec terminaison. Voilà pour le premier résultat. Pour le second, donc, on veut montrer ici que dans SREC1, donc SREC1, ça veut dire qu'on a une seule composante source dans le graphe récurrent. Donc, c'est-à-dire que on va, dans ces 4 graphes-là qui vont se répéter, ils vont tous se répéter infiniment souvent, eh bien, le graphe récurrent contient toutes les arêtes, donc toutes les arêtes ici, enfin, contient l'union de ces 4 graphes-là, et l'union de ces graphes-là, ça donne juste une composante fortement connexe. Et on va montrer avec un scénario particulier, qui vient de Luc Moreau en 2005, que avec ce scénario-là, eh bien, on ne va pas pouvoir résoudre l'accord même asymptotique. Donc, on peut pas, même si on n'a qu'une seule composante récurrente, eh ben, on va pas pouvoir converger vers un point. Donc, on définit BS, donc on applique S fois 2S fois le premier graphe, puis une fois le deuxième, puis 2S plus 1 celui-là, puis une fois le troisième graphe, le quatrième. Et on regarde l'exécution, B1, B2, B3, etc. Donc, ce qui se passe ici, c'est que le processus gris, lorsque il est dans la phase où on répète le graphe DA ici, eh bien, le processus gris va se rapprocher du blanc, puis les deux vont un peu se rapprocher l'un l'autre. Puis, lorsqu'on exécute le CD, lorsqu'on répète le DC, gris se rapproche de noir, puis se rapproche un petit peu, et etc., etc. Et vu qu'on répète, enfin, vu qu'on augmente la répétition des graphes où gris se rapproche de blanc, puis gris se rapproche de noir, ben on peut montrer que ce processus-là gris va vraiment osciller entre blanc et noir, et on montre que blanc et noir ne peuvent pas se rapprocher, parce qu'ils se rapprochent de plus en plus de blanc et de noir. Comme ça, ils se rapprochent de plus en plus au cours du temps. Ils se rapprochent plus de blanc et plus de noir, etc. Donc, on montre que l'enveloppe convexe ici va converger vers vraiment un segment, et que blanc et noir ne pourront jamais se rejoindre, et donc on ne résout pas le consensus. On peut pas. L'enveloppe convexe reste sur un segment, quoi. On n'arrive pas à se réduire à un point unique. Voilà, donc ce qu'on montre, en fait, le travail vraiment de ce qu'on a vraiment vu en regardant ce type de relaxation pour l'accord K-ensembliste, c'est que c'est
c'est vraiment différent du consensus approché. Parce qu'on pensait que si on pouvait résoudre le problème, on pouvait le résoudre avec des algorithmes de moyenne, qui sont des algorithmes naturels pour ce type de problème. Mais on montre que c'est plus compliqué et qu'on a, on a une hiérarchie qui on pense, est stricte. Et notamment le fait de demander à ce que le processus termine avec une valeur change la calculabilité. Voilà, donc on a presque une preuve encore sur l'asymptotique, mais sur l'approché, ce qui est difficile, c'est de borner le taux de contraction de l'enveloppe convexe. Donc il reste encore un peu de travail sur cet adversaire-là, notamment l'adversaire ST-BISC. Voilà, je vais m'arrêter là si je suis allé un peu vite. Mais si vous avez des questions. Merci, Éloi.